Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Public TV. Ici, toujours depuis le Salon des maires à Paris, on poursuit nos échanges avec vous, Philippe Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Sceaux et entre autres président de la Fédération des entreprises publiques locales. On connaît les difficultés auxquelles font face aujourd'hui les territoires, notamment avec les contraintes budgétaires, la faiblesse de leur marge de manœuvre sur le plan financier. En quoi, dans ce contexte-là, les EPL peuvent être un modèle pertinent pour aider les territoires dans leurs actions et dans leurs projets? Alors d'abord, il faut être clair, hein. Si les collectivités locales vont mal, si on continue à leur prélever ainsi les ressources, comme ce qui est prévu dans le projet de loi de finances 2026, les entreprises publiques locales, dont le capital est détenu par les collectivités, elles n'iront pas bien. Donc ce n'est pas une recette miracle, les EPL. Mais en revanche, c'est aujourd'hui un outil qui est extrêmement précieux et performant. D'abord pour associer euh, l'activité privée avec le contrôle public. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle l'économie mixte. Et puis aussi, ce sont des outils tout à fait précieux parce que ce sont des outils qui font preuve d'une grande souplesse. Et d'ailleurs, on voit bien que le développement de ces outils est permanent, hein. Il y a à peu près 50 entreprises publiques locales qui se créent chaque mois. Et nous sommes aujourd'hui à 1500 entreprises publiques locales au total, avec toujours les SEM, les sociétés d'économie, qui étaient les premières, dans lesquelles il y a des actionnaires privés et des actionnaires publics, où les actionnaires publics sont majoritaires. Et puis avec surtout les sociétés publiques locales qui se développent très rapidement et qui sont un peu l'équivalent de ce qui existe dans beaucoup de pays, en Allemagne, en Autriche, dans les pays du Nord, qui sont donc des sociétés de droit privé, avec des salariés de droit privé, et qui sont détenus à 100% par des collectivités locales et qui travaillent dans toute une série de sujets, hein. Maintenant, les domaines d'intervention sont de plus en plus larges, mais par exemple, récemment, une grande augmentation, un grand développement des entreprises publiques locales dans le domaine de la production d'énergie, la production locale d'énergie, par exemple, ou dans le domaine social aussi, d'ailleurs. Et sur l'énergie, avec le mur d'investissement auquel doivent faire Oui. face les collectivités face à la transition écologique aussi. Voilà. Et vous dites que les EPL, ce n'est pas la solution miracle, mais c'est quand même un modèle pour intervenir sans peser directement sur la dépense, c'est un petit peu ça. Oui, tout à fait. Alors évidemment, par exemple, la dette des entreprises publiques locales qui existent lorsqu'elles réalisent, par exemple, des logements ou lorsqu'elles investissent pour la production géothermie, par exemple, cette dette-là n'est pas comptabilisée, enfin en tout cas pas toujours comptabilisée dans la dette publique. Ce qui explique aussi que nos voisins allemands qui recourent très massivement à ce système, eh bien, ils ont une dette publique plus faible parce que, naturellement, cette dette, elle est portée plutôt par des entreprises publiques locales. Donc, on voit bien que des comparaisons n'est pas toujours raison. Et que là où on vous dit que les ratios d'un tel ou tel sont meilleurs que les nôtres, c'est peut-être le cas, mais pas forcément autant qu'on ne le pense. Donc, il faut faire très attention. Mais ce n'est pas l'essentiel. Je pense que l'essentiel, c'est que les entreprises publiques locales, c'est un moyen aussi de mutualiser les actions entre collectivités, puisque plusieurs collectivités peuvent être actionnaires d'une EPL qui va travailler sur leur territoire, par exemple en gérant des crèches, par exemple, ça existe, ou en produisant de l'énergie, ou en gérant un réseau de transport. Et donc on a cet outil de mutualisation qui est très précieux et qui est souple et qui est relativement facile à monter en termes de juridique. C'est beaucoup plus simple, en tout cas, à monter que des opérations, par exemple, de syndicats intercommunaux ou de choses comme ça, qui d'ailleurs aujourd'hui n'ont plus tellement la cote. Oui, et ça permet aussi de monter des projets de territoire. Vous parlez entre collectivités, mais aussi avec les autres Mais aussi acteurs privés. Mais aussi avec des acteurs privés. Oui, cette co-construction Absolument. est importante et c'est Oui. tout l'enjeu des EPL d'aller vers ces acteurs privés et les acteurs privés vers ces EPL. Tout à fait, tout à fait. C'est donc une capacité, une possibilité de mobiliser donc les acteurs du territoire qui ont généralement d'ailleurs des intérêts tout à fait communs, qui sont en fait de répondre aux besoins des habitants du dit territoire. C'est vrai pour les structures publiques, mais c'est vrai aussi pour les entreprises privées. Et à quelles difficultés font face actuellement les entreprises publiques locales? Je pense au contexte budgétaire que vous évoquez du PLF 2026. Quels vont être les impacts sur les EPL? Est-ce qu'il y a un renchérissement des coûts d'emprunt? C'est ça la principale difficulté aux limites? Ah oui, par exemple, il peut y avoir un renchérissement du coût d'emprunt parce que les entreprises publiques locales peuvent être garanties, mais dans un certain
avec un certain plafonnement, hein, en général de 50% seulement, peuvent être garantis par les collectivités. Mais si les collectivités voient leur image financière se dégrader, ne serait-ce que d'ailleurs à cause de l'image financière de l'État, et si les collectivités donc, sont soumises à des taux d'intérêt plus importants, eh bien forcément les EPL, qui sont d'une certaine manière leurs filiales, vont l'être aussi. Donc c'est effectivement un sujet. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que dans la culture administrative française, on n'aime pas tellement les entreprises publiques locales. On n'aime pas l'économie mixte. Parce que l'économie mixte, comme son nom l'indique, ben, c'est du public et c'est du privé. Et ça, les administrations centrales, je pense notamment à Bercy, ou même la Cour des comptes, n'aiment pas tellement. C'est l'un ou l'autre pour eux. Ils ont une vision qui est extrêmement manichéenne des choses. Et donc, ces partenariats, ces mobilisations, ces synergies que nous essayons et que nous mettons en œuvre sur nos territoires, ils n'aiment pas tellement. Donc, en fait, ils ne facilitent pas tellement, sur le plan juridique, les souplesses qu'il faudrait avoir davantage encore pour mieux faire fonctionner nos sociétés publiques locales. Et je pense, par exemple, à quelque chose qui fait couler quand même beaucoup d'encre, c'est la question du conflit d'intérêts public-public. Alors, nous avons fait des progrès dans la fameuse proposition de loi sur le statut de l'élu qui devrait être maintenant bientôt adoptée là, dans les jours qui viennent. On espère en tout cas. On a fait des progrès, mais nous ne sommes pas encore parvenus à aller au bout de la logique. En réalité, c'est une rédaction de la loi qui donne toujours matière à interprétation du juge, qui peut donc estimer que dans telle ou telle circonstance, eh bien, un élu qui est administrateur ou dirigeant d'une société publique locale, il y siège au nom de sa collectivité, mais il va quand même être en situation de conflit d'intérêts parce que entre l'intérêt public et l'intérêt privé, puisque le juge va considérer que cette société publique locale, bien qu'étant à actionnariat public, en fait, est de droit privé. Donc il y a une forme de mélange dont on ne sait pas très bien si elle est due à une méconnaissance du mécanisme, c'est possible, ou en fait à une volonté ou à une méfiance généralisée à l'égard des élus locaux, ce qui est possible aussi. Et on rejoint le débat qu'il peut y avoir actuellement sur le projet loi de décentralisation Absolument. évoqué par Sébastien Lecornu, Absolument. de faire davantage confiance aux élus locaux. C'est l'urgence. Oui. Alors, bon, moi, c'est gré et je donne acte au Premier ministre de cette intention. Je pense qu'il le rappellera donc après-demain au Congrès, puisqu'il viendra clôturer. Donc, je pense qu'il est sincère en disant cela. Mais je veux souligner combien le chemin est long, puisque c'est un chemin non pas juridique, non pas administratif, pas un chemin de gestion. C'est un chemin véritablement de bouleversement culturel dans notre pays. Bouleversement culturel, vous savez, on parle de la culture du compromis qu'il faut développer au Parlement pour essayer de faire sortir ce fameux budget. Mais en fait, cette culture du compromis, elle ne pourra fonctionner dans les institutions que si elle fonctionne au niveau local, au niveau de l'ensemble de nos activités. Nous ne savons pas le faire en France. C'est quelque chose de très dommage parce que nous sommes tellement habitués à la verticalité en fait de l'État que on n'a pas eu cette habitude-là. Donc c'est vraiment un bouleversement culturel qui concerne tout le monde, tous les acteurs. Donc moi, évidemment, je souhaite ardemment que nous arrivions à faire cette révolution culturelle, mais je me dis que ça va être très difficile, d'autant plus que, encore une fois, la haute administration, qui est composée de gens très intelligents, très brillants et très sachants d'une certaine manière, mais n'a aucunement cette culture-là. Et culture nécessaire notamment sur le fonctionnement des EPL. Voilà, absolument. C'est déjà un prérequis. Merci beaucoup, Philippe Laurent. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Et on poursuit nos échanges tout de suite sur le plateau. Merci, bonne journée.